Eh bien, bonsoir, bonsoir pour ce premier Facebook Live de l'année. Hein, c'est notre sixième, Fred, sixième. Je vous souhaite que vos rêves les plus fous se réalisent, que vous tombiez amoureux, amoureuse, que voilà, que ceux qui veulent se séparer se séparent, que ceux qui veulent se rencontrer se rencontrent. Je vous souhaite plein de romans d'amour, de romans d'amitié, puis surtout de beaux livres. On va essayer de vous aider à ce que cette année soit sympathique au niveau des livres. Alors, cette rentrée, elle est c'est assez mitigé. Hein, alors, si j'ai besoin de votre aide. Là, j'ai besoin de votre aide parce que il y a le dernier bouquin de Jérôme Garcin. Alors, il y a un problème, c'est qu'à l'école, je n'ai pas appris le Jérôme Garcin. Alors, si quelqu'un pouvait me dire s'il existe un Garcin pour les nuls ou une méthode assimile pour les nuls, parce que je ne comprends pas la manière dont il écrit, je comprends pas, c'est saccadé, on a l'impression, vous savez, ça, quand il écrit, j'ai l'impression d'avoir, quelqu'un qui conduit et qui est toujours sur la pédale de frein, vous voyez, il y a un moment, ça devient, alors son roman, enfin, son roman biographique sur sa famille, enfin voilà, s'il vous plaît, si vous avez un Garcin sans nul, vous me l'envoyez, ce sera avec plaisir, parce que je pourrais enfin comprendre cette langue que je ne comprends pas. Ça, c'était le côté pas terrible pour la rentrée, mais par contre, il y a des choses, je ne sais pas si vous avez l'occasion de me regarder sur France 5, j'espère que tout le monde regarde France 5, il y a le dernier Catherine Cusset, qui s'appelle La vie de David Hockney chez Gallimard, voilà. Et ça, c'est un livre absolument fabuleux. Alors, je ne sais pas si vous aimez David Hockney, mais c'est pas très important. En fait, elle nous raconte l'histoire d'un petit garçon anglais qui est passionné de peinture dès son plus jeune âge, à tel point que son frère n'en peut plus parce que quand il a des bandes dessinées, il colorie les bulles, vous voyez, donc c'est sympa pour lire les BD. Donc ce gamin, il est absolument passionné, il est surdoué, et puis c'est sa vie de créateur. Il va se retrouver aux États-Unis, où là, alors c'est New York, c'est découvrir à San Francisco, Los Angeles, c'est un autre monde, alors c'est incroyable ce bouquin parce que déjà c'est le style de Cusset, parce que Cusset c'est un style lumineux, rempli de charme, élégant, qui est complètement au service du roman. C'est un hymne à la liberté parce que ce type, alors il est libre de chez libre. C'est un type un peintre qu'on a longtemps méprisé. Les critiques officielles, vous savez, ces gens très sérieux, le traitaient de décorateur. Vous voyez, bon. Le problème, c'est que ces gens qui le critiquaient il y a 30 ou 40 ans, maintenant n'existent plus et que David Hockney commence à être reconnu comme un peintre important du XXe siècle et même peut-être du XXIe siècle. C'est un type quand même extraordinaire qui se remet toujours en question. Et puis à travers ce livre, c'est l'histoire d'un personnage, d'un homme qui va perdre beaucoup de gens avec le sida, d'un homme dont la vie n'est pas si facile que ça, alors qu'on voit ses peintures souvent colorées, on aurait peut-être tendance à dire que c'est aussi le peintre du bonheur. C'est un peintre de la nature, et puis il y a la relation avec ses parents, sa notion de la sexualité, du couple. C'est un livre absolument fabuleux, c'est-à-dire que, je vous dis encore une fois, si vous ne connaissez pas David Hockney, déjà ça me donnera envie d'aller le voir et de voir ses peintures, mais c'est pas très grave, c'est l'histoire d'un homme libre, et qui refuse qu'on le mette dans des petites boîtes, et qui refuse qu'on lui dise ce qu'il doit faire, qui refuse toutes les conventions sociales, toutes ces critiques officielles. Allez-y, c'est une petite merveille de la rentrée, ça s'appelle La vie de David Hockney de Catherine Cusset. Juste une bonne nouvelle, les éditions Gallimard, alias Le Promeneur, pour les 30 ans de la Griffe Noire, réédite un livre qui est absolument culte, qu'on vendait depuis de nombreuses années, qui a été un des livres qui nous a permis financièrement, par son succès et par les ventes qu'on en a faites, de permettre à la Griffe Noire d'exister il y a les 10 premières années. Ça s'appelle Les Frères Holt de Marcia Davenport. Si vous n'avez pas lu ça, vous n'avez absolument rien lu. Ça fait partie des 10 livres que je garderais sur une île déserte si j'avais à choisir. C'est une histoire alors tellement incroyable, tellement forte, qu'il y a des gens qui l'ont acheté il y a 30 ans et qui se rappellent de l'histoire encore et du roman, qui sont encore impressionnés. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de romans. Hein. Il y a des romans, au bout de 3 semaines, vous avez oublié l'histoire. Alors précipitez-vous, je ne vais pas vous raconter. C'est une histoire incroyable, une histoire de maison, une histoire d'accumulation de papier dans les maisons, et de 2 frères qui vont se retrouver dans cette maison qui ressemble assez à si vous le voyez bien, à la couverture, à cette maison qui est sur la couverture. C'est un livre culte, hein, c'est un livre référence, c'est un livre Griffe Noire. Je crois, c'est
l'un des deux livres qui ont permis à la Griffe Noire de se sauver financièrement, avec Le Sourire étrusque chez aux éditions Métayer. Voilà, alors ça c'est indispensable, ça vient de ressortir, allez-y sans problème. Alors un petit bijou, Tristan Banon. Alors on est en plein, vous savez, avec ce qui se passe avec Balance ton porc, enfin toute cette péripétie à propos des violences faites aux femmes et de l'affaire Weinstein. Paraît une espèce de doudou, c'est Tristan Banon, prendre un papa par la main chez Robert Laffont. Tristan Banon, vous vous souvenez? Tristan Banon, c'est cette femme qui a dénoncé le harcèlement dont elle a été victime par DSK. Cette femme qui avait écrit un livre qui racontait cette histoire, on avait beaucoup défendu parce que j'avais été très touché. J'avais été touché surtout par la réaction de beaucoup d'autres femmes, d'hommes qui dans la rue l'insultaient, qui la traitaient carrément de salope, ce qui est quand même inconcevable à notre époque maintenant après ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on imagine ce qui a été l'enfer de cette jeune femme qui a été vraiment victime du pouvoir. Hein. DSK, c'est un peu le côté Weinstein de la politique. Et cette femme, elle se venge, je trouve, de la plus merveilleuse façon, parce que c'est une très bonne écrivain. Et puis elle se venge grâce à son talent, grâce à à sa générosité, à son imagination. Et je trouve que ce roman, il fait du bien. C'est-à-dire qu'il y a de la résilience. Hein, vous allez retrouver un peu son histoire dans ce livre. C'est un livre sur la maternité, sur le père. C'est l'histoire d'une femme. Elle est enceinte et juste quand elle va accoucher, le père, comme ça arrive, hein, il se tire. Elle est complètement désespérée. Elle a une mère. Une mère, c'est quand même c'est la première fois qu'elle lui dit qu'elle a fait quelque chose de bien, c'est quand elle va accoucher. Vous voyez, vous imaginez la relation entre la mère et la fille, ce qui n'est peut-être pas un hasard quand on connaît la véritable histoire de Tristan Banon. Et puis c'est une histoire de femme parce qu'il y a la marraine, il y a toutes ces femmes qui sont autour et qui vont l'aider. Et puis c'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Thelma. Et Thelma, elle va nous raconter, elle est dans le ventre de sa mère et voilà, tout se passe bien. Mais parce que Thelma, elle raconte que elle est très triste pour sa maman et qu'elle sait que si elle lui fait du mal quand elle va venir au monde, ça va pas être très bien pour elle. Donc l'accouchement va se passer super bien. Elle pleure pas en tant que bébé. Et puis elle va raconter que puisque le papa est parti, et la petite fille, elle va faire un casting pour trouver le père idéal pour la maman. C'est un livre. Alors, c'est un livre sur la notion de paternité. Hein. Qu'est-ce que être papa? Est-ce que être papa, c'est comme dit Tristan Banon, planter la petite graine et puis être responsable de l'enfant? Ou est-ce que c'est aimer un enfant et puis lui donner toute sa générosité, tout son respect et tout? Je pense que tout le monde a à peu près la réponse. C'est un livre complètement contemporain, généreux. C'est un doudou. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes là-dedans, vous vous faites avoir complètement. Elle écrit très bien. Moi, je pense que c'est une des réussites de la rentrée. Et puis, je pense que les gens... puis, c'est une belle réponse à ce qui se passe actuellement, je trouve, par rapport aux femmes, par rapport aux hommes. Et puis, comme c'est pas les hommes contre les femmes, c'est qu'il y a un salaud, mais qu'il y a d'autres hommes. Et puis, qu'elle va rencontrer un homme, peut-être, certainement, et qui, lui, sera le contraire du vrai papa. En plus, c'est une façon de penser des femmes par rapport à la notion de père, la notion de maternité et d'enfant. C'est absolument joli. C'est comme la couverture. Vous ressortez de là-dedans, il y a une espèce de zénitude, je sais pas comment on disait, zénitude, coolitude, voilà, vous êtes bien. Et puis moi, je suis très très heureux pour elle parce que je pense qu'elle doit être heureuse et puis qu'elle nous a donné un très 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 beau livre qui fait réfléchir et puis qui est généreux, et puis que je pense qu'à notre époque, c'est pas mal d'avoir des livres généreux qui sont pas neuneux, hein, qui sont très complètement contemporains et qui est très très bien écrit. Donc merci. Moi je la remercie. Puis c'est un sacré pied de nez à ces femmes, parce que les mêmes femmes qui font des articles maintenant en faveur de la libération des femmes, contre la violence, ont été pour certaines les mêmes qui la traitaient un peu de salope ou sinon de concentrante. Donc je trouve que c'est une magnifique revanche. Voilà, ça s'appelle Tristan Banon, prendre un papa par la main. J'avais mis sur ma page Facebook à propos de Nico Takian. Je sais pas pourquoi j'appelle Tazian, c'est Nico Takian. Je lui avais dit que je dirais mercredi si j'avais aimé fantasmer chez Kalman Levy, parce que j'avais tellement été impressionné par le premier. Alors justement, vient de paraître en poche le fameux bouquin qui m'a franchement
impressionné comme étant vraiment une des nouvelles voies du polar français. Hein. Ça s'appelle Toxique. Alors Toxique, c'est comment dire? C'est la découverte la découverte d'un inspecteur hein, qui s'appelle, je me souviens jamais du nom, de Temarcane, qui est vraiment quelque chose pour moi, qui est un des inspecteurs phares dans la nouvelle génération des écrivains de polar français. Alors dans Toxique, c'était l'histoire d'une grande manipulation. Hein. C'est l'histoire on retrouve une directrice d'école qui est assassinée. Elle est dans banlieue parisienne. Ça se passe toujours à Paris, à Tramuros ou dans la banlieue. Et puis c'est qui a tué cette femme. Ça se dirige vers quelqu'un de très précis, mais bon, je vais pas vous dire, voilà. Mais ce qui m'a intéressé le plus, c'est pas tellement la manipulation, c'est surtout le personnage de l'inspecteur qui m'a absolument fasciné. Et pour moi, c'est un inspecteur culte. C'est un inspecteur qui restera parce que la manière dont psychologiquement il le brosse est absolument... voilà, ça m'a beaucoup traumatisé. Et cet inspecteur qui s'appelle Temarcane, vous allez le retrouver dans Fantasmé, chez Kalman Levy. C'est le nouveau polar de Nico Takian et qui est pour moi une pure merveille, encore plus fort que le précédent. Alors vous allez retrouver cet inspecteur qui s'appelle Temarcane. Alors Temarcane, alors bon, on va faire le pitch, hein, comme on me dit, mais il ne faut pas trop en dire parce que je me fais insulter. Donc, on est à Paris, hein, ça doit être dans le 18e, je pense. On retrouve dans une cave un dealer albanais, alors terrible, hein, massacré et tout. On se dit, il n'y aura pas de suite. Thomas arrive, bon, il n'y aura pas de suite, on ne sait pas qui trop. Puis, par hasard, on va se découvrir que il y a plusieurs personnes comme ça de crapules qui ont été de racailles, qui ont été complètement assassinées de cette manière. Ils sont tous, ils appartiennent à la mafia albanaise. Alors, c'est une très belle dissertation sur l'émigration. Quand on voit ce qui se passe en Albanie, c'est-à-dire la désespérance, la pauvreté, on se rend compte que ces gens, ils ne sont pas par hasard les dealers, parce que c'est vraiment des esclavagistes sexuels, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent des pauvres femmes, voilà, et puis alors en plus la mafia albanaise est absolument terrible, c'est-à-dire qu'ils massacrent, ils tuent quand on est contre eux, et Temar va essayer de découvrir qui est cet assassin, et en fait cet assassin c'est un justicier, et on va le surnommer Fantasmé. C'est une histoire de vengeance, c'est une histoire de haine, c'est une histoire, et on retrouve, moi je suis absolument fasciné par je reviens encore sur Temarcane, qui est entre la folie, parce que il s'est passé dans le premier tome quelque chose de terrible. Il y a la relation avec son père, il y a, est-ce qu'on peut être, quand on est policier, est-ce qu'on peut être justicier, malgré la justice, et cet homme qui cherche cette espèce de vengeur, est-ce qu'on va le dénoncer alors qu'il ne fait que tuer des crapules, venger ce que peut-être la justice n'est pas capable de faire. Et Nico Takian, là, nous donne ce personnage qui, suite à ce qui s'est passé dans son enfance, alors il faut dire que son père le haïssait, il a une mère extraordinaire, qui est très touchante, hein, qui est une ancienne résistante kurde, qui est une petite femme frêle maintenant, mais qui, quand elle dit quelque chose, personne ne moufte. C'est tout le problème c'est une famille hein, qui a émigré du Kurdistan. C'est un inspecteur comme... je suis très touché parce que je trouve que là, on atteint, au niveau du polar français, quelque chose de... Simonon puissance 10 au niveau des personnages, et surtout j'ai l'impression vraiment d'assister à la naissance d'un inspecteur absolument culte. Alors j'ai adoré les polars de Gibel, j'adore les polars de Norek, mais je trouve que cet inspecteur, il a une puissance que dans tous ces gens ne sont pas arrivés à donner une telle puissance à un personnage, et je pense que ce personnage va rester, et que là on est au début de quelque chose à la Simonon, mais version 21e siècle, version contemporaine, un peu rap dans la façon de rentrer dans le personnage. Et puis la faille de cet inspecteur, c'est pas la faille qu'on voit souvent, parce que vous savez, ils ont tous des failles, les inspecteurs, mais alors c'est des failles de petits bourgeois, un peu vaporeux, vous voyez, ma femme m'a quitté, c'est pas du tout ça, hein. Tous les personnages de ce polar sont d'une force absolument inouïe. Moi j'ai trouvé une force inouïe dans ce polar, donc je vous conseille,
vous achetez les deux, hein, c'est pas le poche, il fait 7,60. Et pour mieux apprécier le deuxième, lisez le premier parce que c'est vraiment dans la fin du premier que vous allez comprendre pourquoi cet inspecteur va presque dérailler. C'est bon, voilà, c'est une très belle dissertation sur l'émigration, sur la justice, sur la vengeance, sur la haine, mais aussi sur l'amour. Voilà, c'est ça. Alors le premier c'est Nico Takian, Toxique en livre de poche, et le deuxième ça s'appelle Fantasmé de chez Calman Lévy Noir. Je peux pas en parler plus parce que c'est intraduisible et c'est une telle force ce personnage qui va vous hanter longtemps, longtemps. Donc pour moi ce sont des polars de la rentrée. Allez-y sans problème. Je sais pas si vous avez lu les critiques actuelles sur tous les sites, partout, il y a une personne dont on parle en disant c'est absolument extraordinaire, c'est le Paul Auster 4321 paru chez Actes Sud. Alors je vous dois dire, c'est là, ça marque mes limites parce que intellectuellement, ça m'a... Mais alors, j'ai trouvé ça d'un ennui, j'ai recommencé, c'est long, c'est long, c'est long, ça... Je sais pas, vous savez, c'est l'impression qu'il a voulu faire... alors, il a voulu restructurer le roman. Je me suis fait insulter quand j'ai dit que c'était ennuyeux et long et que, voilà, je suis quand même j'ai le droit de dire ce que je pense. Vous savez, ça me fait penser à James Joyce qui a voulu casser la narration, comme on dit dans les grands critiques, et dont tout le monde dit que c'était absolument extraordinaire, mais il y a peu de gens qui ont lu l'Ulysse de Joyce. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais quand on voit, il y a très très peu qui sont allés au bout du... Et puis déjà, bon, je ne veux pas être méchant, mais je pense que Paul Auster, c'est pas non plus James Joyce. J'avais adoré les premiers de Paul Auster qui étaient très fins mais qui allaient très vite. Et puis c'est sur l'Amérique, voilà, je suis pas arrivé, je suis pas... moi je vous donne un conseil, si vous avez un budget limité, attendez qu'il paraisse en poche, ou alors vous allez à la bibliothèque et puis vous vous rendez compte que si vous rentrez dedans ou si vous ne rentrez pas dedans. Moi j'ai été absolument fasciné par Une vie comme les autres de Anya Yanagihara chez Buchet-Chassel, pardon pour la prononciation. Et alors là, pour moi, ça a été un énorme choc. Ça se passe aux États-Unis aussi. C'est l'histoire de 4 garçons. Vous les suivez pendant un certain nombre d'années. Ils décident d'arriver à New York. Ils vont vers New York pour réussir leur vie. Alors je crois qu'il y a un peintre, un architecte, et puis il y a un troisième, puis le quatrième intéressant qui s'appelle Jude. Et Jude, c'est un personnage absolument fascinant de chez fascinant. Il est entre la haine, il s'aime pas, il s'accepte pas. Vous comprenez qu'il y a un secret. Et puis ce livre, c'est un hymne à l'amitié masculine. C'est très très rare. En fait, c'est un livre qui ne parle que des hommes. C'est-à-dire qu'elle dissèque ce que c'est qu'un homme, la profondeur humaine d'un homme, la profondeur psychologique, ce qu'est l'amitié entre 4 hommes. Et puis il y a ce personnage. Alors, je vous préviens, si vous n'avez pas le moral, si vous êtes un peu en baisse de... voyez, attendez un petit peu parce qu'il y a des scènes absolument d'une force terrifiante. Hein, terrifiante. Il y a une fin dont vous allez vous souvenir longtemps. C'est le genre de bouquin, il n'y a pas de mots pour en parler, tellement c'est fort. Alors, on aime ou on déteste, ça c'est clair. Mais moi, j'ai adoré et je trouve que c'est tellement bien les livres qui dérangent. C'est-à-dire que c'est un livre qui vous laisse pas... voilà, moi, je trouve que c'est le contraire de Paul Auster, c'est-à-dire qu'il vous donne des coups de poing, voilà, les personnages vous révoltent, et puis, ou alors vous les admirez. Mais une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez plus lâcher, vous ne lâchez pas. Et puis, il y a un truc, c'est sur la création, il y a aussi, est-ce que la réussite, c'est le fric? Et puis, il y a ce personnage qui va vous fasciner. Qu'est-ce qui va en advenir? Cette espèce de truc porte-mal. Puis il y a cette amitié fascinant. Hein. C'est pour moi une des belles réussites de cette année, enfin de ce début d'année. Ça s'appelle Une vie comme les autres chez Buchet-Chassel. Je vous répéterai pas le nom de l'auteur parce que c'est trop compliqué. Mais allez-y. Si vous aviez aimé Bonaparte, vous pouvez y aller. C'est excellent aussi. Ah, juste un petit miracle. Comme ça. Hein. Catherine Banner, La maison au bord de la nuit chez Aux Presses de la Cité, vous savez, vous aviez plus de chances de rencontrer le Loch Ness en Écosse que de rencontrer ce livre. Pendant les fêtes, il a complètement été introuvable, enfin c'était un échec retentissant au niveau éditorial. Il est enfin paru. Bon, je signale quand même à l'éditeur que les fêtes sont terminées, hein, donc je ne sais pas, je ne voudrais pas être l'auteur, hein, je sais pas qui est Catherine Banner, mais si elle apprend les péripéties de ce très impression, ça va pas à mon avis. Je sais pas si elle va rester chez eux, hein, donc, mais enfin, allez-y parce que c'était une des réussites de cette année. Alors là, par contre, si vous aviez aimé Le Gang des Rêves,
au niveau de l'espoir et de voilà, c'est beaucoup plus lumineux. Vous pouvez y aller si vous avez adoré le Gang des rêves, vous adorerez ce bouquin. Ah bah vient de paraître, on va pas faire des tonnes, hein, c'est en livre de poche, une pure merveille de Michel Bernard, Deux remords de Claude Monet, à la Petite Vermillon, qui est pour moi, qui avait été un des livres absolument magnifiques. Non, c'est moi qui viens de toucher le téléphone, c'est pour ça que ça a bougé. Ça y est, on m'entend là, c'est bon, ça toujours. Donc, bon, c'est pas grave pour ce que j'ai à dire. Alors c'est bon, il y a des scènes absolument inoubliables. Hein. C'est l'histoire de Monet, vous allez comprendre pourquoi il a des remords. Et c'est l'histoire de Basile, surtout, qui pour moi, ça a été absolument des scènes incroyables. Basile, c'était un peintre, hein, et qui est tué pendant la guerre de 1870, loin de chez lui. Il y a le père qui vient le chercher. Mais c'est 70, la guerre, il n'y a pas de bois pour faire les cercueils. Il va ramener le cadavre de son fils à travers toute la France. C'est absolument bouleversant, merveilleusement beau. C'est écrit, ce type a un style incroyable. Et je vous reparlerai plus tard, il vient de faire paraître un bouquin sur Jeanne d'Arc qui est aussi hallucinant. J'ai créé un petit côté hashtag pour le prix des libraires Gaël Nohan, Les gens du dormeur éveillé, parce que là, c'est en ce moment qu'elle est sur la liste du prix des libraires. Alors je trouve qu'il y a plein de super bons livres hein, sur cette liste. Mais là je trouve que c'était une des injustices de cette année, c'est que cette femme ne reçoit pour ainsi dire aucun prix pour un des plus beaux livres. Pour moi c'est un des plus beaux livres sur le poète Desnos, qui fait en plus nous refaire redécouvrir un poète absolument extraordinaire, un personnage qui a un destin fabuleux et tragique, et puis qui nous fait aussi découvrir le Paris des années 20, qui nous fait redécouvrir, qui va faire découvrir les surréalistes, bretons et tout, et il y a de l'amour, de la haine, de la passion, il y a tout. Hein, et puis c'est une page de notre histoire culturelle à travers un roman qui se dévore, et je trouve ça absolument scandaleux que cette année elle n'ait rien reçu. Alors si je ne fais pas partie du prix des libraires, hein, je ne suis pas, voilà. Mais voilà, ça serait sympa si vous pouviez, mais peut-être décider à vous. Puis je veux pas trop faire le forcing là-dessus parce que souvent c'est contre-productif quand vous dites aux gens, il faut absolument voter pour ce livre. Mais moi, si avec moi, enfin si j'étais membre du jury, ça serait sans problème, même si les autres livres en compétition ne sont pas mauvais. Juste alors pour vous signaler, alors j'ai adoré ça. Justement, vous savez, on a parlé du livre de Tristan Banon à propos des femmes et de la violence des femmes. Et puis, comme tout le monde sait, c'est que l'histoire, elle a été écrite par les hommes. Hein, donc, elle est faite. Apparemment, tous les héros sont des hommes. Et là, il vient de paraître chez un petit éditeur qui est diffusé par Atier. L'éditeur s'appelle Quelle Histoire. C'est les grandes femmes, les 100 grandes femmes de l'histoire. Alors, c'est hyper bien fichu. Je ne sais pas sur qui je tombe. Gertrude Stein. Voilà, Emily Davidson. Alors, Emily Davidson, vous allez découvrir qui elle est. Pour vos enfants, il y a très vite un petit résumé de sa vie. Et puis, les principaux épisodes qui ont fait l'importance de cette femme dans le monde et dans l'histoire. Alors, je vous ai... vous les connaissez pas, hein. Eddie Lamar. Vous connaissez Eddie Lamar? Eh ben, Eddie Lamar, c'était une femme, une actrice absolument célèbre, mais énormément célèbre. Elle est d'origine autrichienne. Et elle était aussi elle était inventrice, hein, parce qu'il y en a, il paraît qu'on peut dire inventrice. Et elle a inventé des nouvelles technologies qui ont été utilisées plus tard dans les satellites et les téléphones portables. Vous voyez ce qu'on lui doit. Et il y a une fille comme John Clark aussi, qui a aidé Turing. Vous savez, Turing, c'est l'inventeur de l'ordinateur. Et il a aussi, surtout, et c'est lui qui a permis à décoder les codes secrets de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de qui on se souvient de Turing, mais pas du tout de John Clark, qui, elle, il n'aurait pas pu la décoder ce truc sans elle, et cette femme est aussi importante alors vous avez, je ne vais pas vous en faire des tonnes, hein, vous avez Wu Zetian, vous savez pas qui c'est. En fait, c'est la seule, c'est l'unique femme empereur en Chine, c'est au 8e siècle, et elle va faire des tas de réformes pour les femmes et les Chinoises. Voilà, il y a plein de choses, hein, ça commence vraiment à l'Antiquité, Hatshepsut et tout ça, mais ça va jusqu'à Maria Callas, Edith Piaf, Lucie Aubrac, Frida Kahlo, et je trouve que pour les enfants, Agatha Christie, pour les enfants, pour les garçons et pour les filles, c'est leur faire redécouvrir que l'histoire, elle n'est pas faite, si elle a été écrite par les hommes, elle n'est pas faite que par les hommes, mais par les femmes, et de leur importance considérable dans l'évolution de notre histoire. Juste pour vous signaler aussi la parution pour les gens qui sont fans de Churchill, moi je suis un fanat, donc ça s'appelle Churchill le dictionnaire, c'est chez Perrin d'Antoine Capet, il y a absolument tout.
Et même pour les spécialistes, vous pouvez voir, vous prenez là-dedans, vous êtes un petit neuneu parce que vous ne savez rien, vous allez apprendre plein de choses. C'est absolument passionnant, ça se lit par petits chapitres. Et certains chapitres, c'est comme des romans, comme la vie de Churchill, ça s'appelle Churchill, le dictionnaire de Antoine Capet, chez Perrin. Vient de paraître en poche Le Cri. Nous, on avait adoré. Alors, il y a des gens qui ont... Ça a été 50-50 ce roman, ce polar. Moi j'ai adoré, mais je trouvais ça. Moi je trouve que quand on avait commencé, on n'en finissait pas. Et puis c'était sur les laboratoires, sur la guerre froide. Enfin, il y avait plein de choses là. Comme j'en parle vite parce que voilà, on en reparlera plus longuement dans le prochain Facebook Live. Jean-Christophe Porte qui a écrit, qui est aussi une sorte de découverte au niveau du polar. Historique, il avait fait l'affaire des corps sans tête. Alors, forcément, je suis tellement génial, une révélation du polar historique génial de Gérard Collard. Mais je trouvais ça bon. Je trouve que c'était, ça faisait évoluer Parot, ça faisait évoluer Jean Daillon. Et puis, c'était assez marrant parce qu'il a fait un clin d'œil. Mais au moins, il n'est pas hypocrite. Dans la dédicace, il me le disait. Il a écrit La disparue de Saint-Maur chez City Éditions. Saint-Maur, bon, la griffe noire, Saint-Maur et tout. Et il m'aurait pas donné la dédicace, je suis pas très sensible à ce genre de choses, même c'est plutôt contre-productif. Et là, je trouve que il a fait son meilleur polar. Ça commence à Saint-Maur. Hein. On est sous la Révolution, hein, 1691. Vous allez retrouver Daudeville, hein, qui est son célèbre inspecteur. Il enquête. Hein, c'est un noble jeune, 20 ans. Le problème, c'est que comme on est sous la Révolution, il a supprimé la particule, donc il s'appelle Victor, je crois, et puis c'est dans un seul mot. Donc il va enquêter. Puis apparemment, les parents, ça les gènes qu'on enquête, ils sont des nobles. Hein. C'est une jeune noble à Saint-Maur. Et puis, ça semble... Voilà, ils veulent qu'on passe là-dessus et tout. Et puis il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué et que cette jeune femme va, à travers l'histoire de cette jeune femme, vous allez voir comment on traitait les femmes à cette époque, c'est-à-dire quand elles avaient des enfants, comment elles disparaissaient, comment les monastères, les couvents servaient à certaines choses. Et puis il y a une autre histoire qui se met là-dessus, c'est Lafayette. Le portrait de Lafayette là-dedans, c'est l'ambitieux. Hein, il est prêt à tout pour avoir le pouvoir. Il est haï par la cour. Et puis Daudeville va se retrouver à Londres. Il va lui arriver plein de rebondissements. Puis il va vous raconter à travers ce polar, mais vraiment brillantissime, le moment où la Révolution va devoir bifurquer, choisir entre la terreur et puis une démocratie. Ils vont bien sûr, vous savez ce que ça va choisir, ils vont choisir la terreur. C'est absolument... Alors, je trouve que c'est une manière de redécouvrir l'histoire, d'apprendre l'histoire. Et puis, vous avez un personnage incroyable, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, qui pour les femmes a été d'une importance incroyable. Elle a écrit le droit des femmes, elle a écrit des choses incroyables sur le divorce, elle luttait pour que les filles ne soient pas les esclaves de leur famille, qu'elles puissent se marier librement, qu'elles puissent divorcer, qu'elles puissent choisir. Et Olympe de Gouges, elle va mener une enquête, elle aussi, sur cette fameuse disparue de Saint-Maur. Ça va à 100 à l'heure, c'est absolument, au niveau historique, magnifique. Vous apprenez vraiment plein de choses. Et une fois que vous le commencez, et là, je trouve que... Là, il est au top de son top. Je ne sais pas comment il va faire pour le 3e ou le 4e. Mais en tout cas, ça, c'est une pure réussite. Et il est largement à l'égal de Parot et de Daillon. Sinon, là, un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on change du... Vous savez, il y a des polars qu'on lit uniquement parce que historique, parce que voilà, ils nous font un peu remonter dans le temps, mais il y a plein de rebondissements, c'est l'enquête. Là, vous avez le plus culturel qui est hyper bien fichu là-dedans. Donc, vous pouvez y aller. C'est pour moi une... Là, ce bonhomme, s'il continue comme ça, je pense qu'il va faire pas mal de dommages. Ça s'appelle La disparue de Saint-Maur, c'est City Édition. Alors, il y a une très jolie chose, c'est-à-dire que mon associé s'occupe de la culture, entre autres, à Ormesson, et puis il a demandé à la fille de Jean d'Ormesson de donner le nom de son père à la médiathèque de la ville d'Ormesson, normal, hein, il y a beaucoup... les d'Ormesson sont originaires de là-bas. Il y a encore le château d'un des frères de d'Ormesson qui est là. Donc, il y aura l'inauguration de cette médiathèque au nom de Jean d'Ormesson le 26 janvier, c'est vers 18h, je pense, avec Héloïse d'Ormesson, Bernard Pivot, et puis j'y serai aussi pour accompagner Héloïse. Donc, venez nombreux, ça serait super sympa, et puis de rendre hommage à cet homme
Alors on pense ce qu'on veut de son œuvre littéraire, en tout cas c'est quelqu'un qui a animé la scène littéraire, qui a mis le livre en valeur, et pour ou contre, qui voilà, c'était une bonne façon de, je trouve que c'est une manière élégante de lui rendre hommage. Et puis eh ben, on va se revoir. Alors si vous voulez voir ce Facebook Live, il va être podcasté sur la page Facebook La Griffe Noire, la mienne Gérard Collard, ça sera sur YouTube, je pense que Fred va le là. Et puis je tenais aussi à vous remercier par vos messages super sympas. J'ai eu des petits problèmes familiaux cette année, donc en fin d'année, qui ont été un peu délicats pour moi, et j'ai un peu disparu de la toile. Mais vous étiez très 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 nombreux à m'encourager, et voilà. Donc je suis très très touché. C'est le moyen de vous en remercier. Mais là, bon bah la vie reprend le dessus, hein, et puis vous êtes là, et puis il y a les livres, et puis c'est ce qui permet de vivre, et avec l'amitié et les amis, de repartir de bon pied. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se revoit, je pense, dans 15 jours, c'est ça Fred? Allez, bonne soirée.